Bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver juste avant les fêtes pour cette 20e fenêtre ouverte déjà, les fenêtres ouvertes de l'association Démos et Débats. On est ensemble pour une petite heure, pas plus, car notre invité a un planning chargé, mais c'est un véritable honneur que de le recevoir. Bonsoir Laurent Mauvigné. Bonsoir. Vous êtes, l'une des plus grandes plumes de la littérature contemporaine, une figure des éditions de Minuit. Vous y avez, notamment publié Apprendre à finir, qui a reçu le prix du livre inter en 2001, Dans la foule, sur le drame du Heysel, Des hommes, prix des libraires 2010 et dont l'adaptation va bientôt sortir au cinéma, on en parlera. Autour du monde, qui a donné son nom à la librairie Messine de notre partenaire de chaque soirée, Anne-Marie Carlier, qu'on embrasse bien fort, ou encore Continuer. Et puis, donc, ce roman avec lequel vous êtes de retour en cette rentrée littéraire, Histoire de la nuit, un gros roman, mais aussi un drôle d'objet littéraire à la croisée d'un roman de suspense et d'observation, l'histoire de Bergogne, de Marion, de leur fille Ida et de leur voisine peintre Christine, qui vivent paisiblement dans un petit hameau, malgré des failles intimes que vous développez longuement. On se prépare à fêter l'anniversaire de Marion, mais des inconnus rôdent autour de la maison et c'est le début d'un grand suspense et d'un grand livre sur lequel on va revenir ce soir. Je rappelle juste à tous ceux qui nous regardent qu'ils peuvent bien entendu poser leurs questions dans le chat comme d'habitude et qu'on les posera à notre invité en cours de rencontre. Et puis, sur la page Instagram de notre association Démos et Débats, on fait gagner 2 livres, Histoire de la nuit. Donc, si vous voulez prolonger cette discussion avec plus de 600 pages de pur bonheur littéraire, Des mots et débats vous offre, il suffit de participer au petit concours. Alors, commençons par le commencement, Laurent Mauvigné. Ce roman, c'est d'abord un cadre, celui du hameau des Trois Ficelles, qui encadre l'existence des personnages, dont l'isolement et l'épure provoquent aussi une forme de tension. Est-ce que ça vous énerve si l'on parle d'un roman rural? C'est pas que ça m'énerve, parce que bon, j'ai envie de dire, pourquoi pas, mais c'est plutôt que ça me surprend parce que, je veux dire, on parle jamais d'un roman citadin, quoi. Enfin, c'est comme si c'était un roman citadin, c'était normal et qu'un roman qui se passerait à la campagne, ça serait une espèce de chose pas normale. Alors donc c'est plutôt que ça me surprend, voilà. Je me dis: «Ouais, moi, ça se passe là, ça se pourrait se passer sans doute ailleurs, mais ça se passe là» et c'est ça me surprend et puis je soupçonne quand même une espèce de vision un peu citadine comme ça. Enfin, je n'ai rien contre, mais je suis toujours un peu surpris que ça puisse être relevé comme quelque chose d'étonnant parce que moi, je le vis pas comme quelque chose d'étonnant, en fait. Pourquoi avez-vous choisi ce paysage? C'est un paysage qui revient dans plusieurs de vos romans d'ailleurs, L'Abbé en tout cas. Ouais, ouais. Bah, en fait, la Bassée, c'est un peu une espèce de transposition de mon village d'origine, en Touraine. Et, et c'est un lieu ouais, dans lequel j'ai besoin de revenir régulièrement dans les livres. C'est un petit peu cette espèce de géographie à partir de laquelle j'arrive à écrire. Et y compris, même, j'ai envie de dire, il y a des livres qui, au contraire, ont été des espèces de tentatives d'évasion de ce lieu-là, d'une certaine manière. Des livres qui sont allés le plus vers l'extérieur parce que dans les premiers livres, je me suis aperçu que les premiers livres se passaient à la Bassée, puis m'apercevais que ça se passait toujours dans des maisons, quoi, dans des cuisines, dans des trucs comme ça. Et au fur et à mesure, j'avais envie de casser ça et de me dire, je vais pas faire de scène de cuisine, et puis je vais sortir de. Bon, alors c'est comme ça, par exemple, qu'est venu le livre sur le Hazel. Parce que les livres aussi avaient un format d'une, je sais pas, 120 pages, quoi. Et je me suis dit, ah, j'avais envie de pousser les murs, de tout casser. Donc et là, j'ai littéralement cassé les murs, puisque c'était les murs du Hazel, de ce drame-là. Et ça, je m'en suis plutôt rendu compte après. Ça correspondait quelque chose à quelque chose pour moi. Et sauf que je me suis aperçu au fur et à mesure que le Hazel, malgré tout, finalement, ça restait un huis clos. Ça restait fermé dans un stade. Et, et après, j'ai toujours eu besoin d'aller chercher des lieux extérieurs. Et dans les deux livres avant Histoire de la nuit, c'était Autour du monde et Continuer. Ce sont deux livres qui, pour le coup, tournent complètement autour de la planète, quoi. Ce sont vraiment des livres.
d'extérieur, on va dire. Mais c'est pareil, je me suis aperçu que autour du monde, en l'écrivant, j'avais ma map monde comme ça, punisée sur le mur, puis je m'apercevais que je faisais un truc qui se passe en Russie, un truc qui se passe complètement à l'autre bout du monde, en composant ça comme si chaque continent était une pièce d'une seule maison, en fait. Et au fond, c'était encore une sorte de huis clos. Je me suis dit que finalement, la Terre entière était une sorte de huis clos, enfin, vu par moi en tout cas. Et, continuer, ben, c'est pareil. Je me dis, à la fin, on se retrouve avec une mère et son fils, même s'ils sont en pleine montagne, à la fin, ils sont quand même en train de boire un café devant un feu. En gros, c'est quand même une scène de cuisine et que je peux faire ce que je veux. Voilà. Donc, je me suis dit, bah, finalement, on va affronter le retour à la Bassée un peu plus frontalement, d'une certaine manière, et on va installer le chantier d'écriture directement là-dedans, quoi, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que c'est revenu un petit peu à ça, en fait. On va y rentrer en plein dedans, dans le chantier d'écriture, en parlant, quand même de la construction de ce roman, qui est un véritable, thriller. Ça m'a assez étonné de vous voir vous inscrire clairement, dans un genre. Est-ce que vous vous êtes laissé emporter par l'histoire ou c'était une démarche consciente de bâtir comme ça ce roman avec ce suspense, Bah, au départ, ça s'est fait de manière un petit peu, ça a été un petit peu un hasard, en fait, puisque en 2017, j'avais réalisé un court métrage. J'avais écrit et réalisé. Et puis quand je l'ai terminé, c'est une expérience qui m'a beaucoup plu, mais j'étais un peu frustré en fait de cette expérience parce que je- ça allait peut-être un peu trop vers le théâtre pour moi. Et donc c'était des gens qui attendaient dans une maison, etc., qui attendaient quelqu'un, comme c'est original, me direz-vous. Et, mais du coup, ils parlaient comme ça entre eux, etc. Et dans le montage, je me suis aperçu qu'il me manquait beaucoup de moments de silence, de temps comme ça. Donc j'avais une frustration un petit peu sur ça. Et donc je me suis dit, je vais écrire un petit truc comme ça pour faire un deuxième film. Et j'ai commencé ça. Et puis la question du thriller est venue, mais plutôt et pour une raison bête, le côté prise d'otage avait quelque chose de très intéressant pour un film, c'est que bah, ça coûte pas cher. Un seul lieu, avec quelques personnages. Et je me disais, la question, c'est comment je vais essayer de créer de la tension, de la durée, avec trois fois rien, simplement des gens qui se regardent, où chaque geste va prendre une dimension complètement événementielle, parce qu'elle va être interprétée par l'autre, etc. Donc j'ai commencé à écrire un scénario là-dessus, à partir de ça, qui était à peu près le scénario, à peu près l'histoire comme on l'a là, en fait. Et puis au fur et à mesure, pour plein de raisons, je me suis dit que le film ne se ferait sans doute pas, c'était un peu trop compliqué pour plein d'autres raisons. Et puis j'ai commencé à me demander ce que ça ferait comme roman, quoi, pour voir. Je me suis dit, tiens, si on faisait un roman de ça, ce serait quoi? Mais en me demandant comment faire pour que ce soit j'allais dire, un anti-livre de genre, un anti-scénario, tout le contraire de ce qu'il faudrait faire, en fait, quoi. Dans la mesure où, effectivement, la question du genre, ça pose toujours la question des clichés, des conventions. Et donc, comment traverser ça? Alors ça, j'avais déjà un petit peu fait ça avec Continuer, et même Autour du monde, il y avait un peu ces questions-là, enfin, qui sont là depuis le début, d'une certaine façon, mais c'est devenu de plus en plus marqué. Comment traverser des genres que tout le monde connaît? Parce qu'aujourd'hui, notre vie, euh, je trouve que notre vie est tellement, il n'y a plus une chose qu'on arrive à vivre comme si on ne l'avait pas déjà vue, en fait. Regardez, là on l'a vu, mais pour moi c'est vraiment la marque vraiment du 21e siècle. C'est vraiment ça. Ça a commencé avec l'effondrement des tours à New York, où tout le monde s'est dit pendant une journée, quand on regardait en boucle ces images, tout le monde se disait, c'est incroyable, c'est pas vrai, on est dans un film. Et c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une espèce de collision entre le réel et la fiction, et notre façon de concevoir, de voir le monde. Et on s'est tous dit ça, par exemple, pendant le premier confinement, là, il y a quelques mois, en mars, quand on avait l'impression d'être dans un mauvais film de science-fiction. Quand on se promenait un peu dans les rues. Et en fait, ce qui est quand même fou, c'est comment, parfois, aujourd'hui, on arrive à lire le réel parce qu'il ressemble à quelque chose qu'on a vu dans la fiction. Mais en fait, c'est très ancien comme truc.
Il y a, par exemple, Tolstoï, il parle de ça dans Anna Karénine. Il y a cette idée-là que, mais qu'on trouve chez Flaubert aussi avec Bovary. C'est cette idée que bah, Anna Karénine, si elle n'avait pas lu autant de romans, sans doute que l'idée de tomber amoureuse lui serait jamais venue. Ouais. Et voilà. Et donc, moi, j'étais un peu dans cette idée de me dire, je vais poser des choses, une prise d'otage, etc. Tout le monde en a vu, mais 300 000 à la télé, au cinéma, etc. Plus peut-être que dans la littérature. Mais quand même, tout le monde connaît ça. Donc, je me disais, comment essayer de faire. Ça, c'était très excitant de se poser cette question parce que je me disais, comment essayer de faire, de reprendre que des chemins hyper balisés, mais se dire qu'il faudrait les vivre comme si on les vivait réellement. C'est-à-dire, si vous les vivez réellement, vous dites, oh, dis donc, on se croirait dans un film, mais vous voyez bien que entre quelque chose qui vous fait peur dans une fiction et qui est une peur cathartique et une peur réelle parce que vous êtes en danger, vous sentez bien que ce n'est pas de la même nature. Ben là, je me disais, il faut que je retrouve ça. Il faut que je retrouve cette différence qui fait que vous êtes en train de vivre un truc où vous sentez une peur qui vous met la peur d'un danger réel. Donc, je me suis dit, il faut que j'essaie de travailler la fiction de telle manière qu'elle soit ressentie comme si c'était comme une fiction, mais vue de quelqu'un qui serait en train de le vivre en vrai. Vous voyez, donc c'était tout le travail du coup sur la durée, sur la façon d'étendre les choses et d'entrer vraiment de plein pied avec les personnages, c'était vraiment pour ça, quoi. Mais j'allais en parler justement. Est-ce que finalement, ce que vous n'avez pas trouvé, c'est parce que quand on entre dans ce roman, on est immédiatement frappé par cette écriture assez dense, avec des phrases qui se prolongent, qui se posent sur le moindre détail, comme si vous vouliez donner à chaque mouvement des personnages, à chaque chose de la vie quotidienne, une aussi grande importance que les événements les plus brutaux de l'intrigue. Ben oui, oui, parce que je me dis, par exemple, si c'est une chose au cinéma, par exemple, ou à la télé, où il y a une prise d'otage, bon, bah, il va y avoir un montage qui va faire que tout va être comme ça, coupé, etc. Sauf que dans la vraie vie, ben non, il n'y a pas il y a pas de musique derrière et puis il n'y a pas il y a pas de coupe, quoi. Donc, comment vous appréhendez la durée? Comment vous appréhendez quelqu'un entre chez vous comme ça et va vous menacer, etc. Au cinéma, il y a plein de moments qu'on va couper parce qu'on va considérer que ce sont un peu des temps morts. Alors que c'est précisément ceux-là qui sont intéressants. Parce que quand la personne va s'asseoir, quand la personne va dire allez, tiens, on a le temps, on va boire un verre, ça devient terrifiant, au contraire, c'est vachement important. Et donc, moi, je voulais regarder vraiment tout de manière, mais vraiment en termes de ressenti, quoi, d'essayer de construire pas seulement à partir d'une intrigue, d'essayer de construire aussi quelque chose qui donne à dévoiler la vision des personnages et puis aussi leur histoire, quoi, leur façon. Parce qu'il y a ça, moi aussi, l'intérêt pour moi de pratiquer comme ça, pour un livre comme celui-ci, c'est d'essayer de, de rencontrer mes personnages. C'est-à-dire que j'avais peut-être mon scénario, mais mon scénario, il faisait 30 pages. Donc j'avais l'intrigue, mais au fond, je ne savais pas complètement qui étaient mes personnages. Je ne savais pas complètement leur histoire, je ne savais pas, euh, surtout pour les frères, mais même Marion, je n'étais pas sûr de qui elle était. Donc le livre m'a permis de découvrir, justement en posant les choses comme ça, en prenant le temps, ça m'a vraiment permis de découvrir qui ils étaient et d'être surpris aussi tout le temps. C'est pas, vous savez, j'ai discuté avec un auteur de polar qui me racontait comment il construisait ses livres et avec cette idée justement de construire un scénario hyper bien ficelé Ouais. et puis un petit peu après d'avoir une écriture qui finalement est un peu du remplissage quand même. Euh, Moi, je me disais, bah, c'est précisément ce que je ne veux pas faire. Mais par contre, de me servir de ce scénario, moi, c'est la première fois que je pratique comme ça, de construire le scénario avant. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup intéressé. Mais c'est vrai qu'il y a quand même le moment, moi, je demande à un livre de m'apprendre quelque chose sur lui-même. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'écrire un livre dont je saurais pourquoi je l'écris. J'ai envie d'écrire un livre parce que je veux qu'il me dise, lui, pourquoi je l'écris. Et, euh, et donc, ça veut dire qu'il faut, il faut pousser le bouchon
il faut se dire, tiens, toi, tel personnage, c'est quoi ta cicatrice, pas ta cicatrice, ton tatouage dans le dos, tu viens d'où, t'es qui, toi, pourquoi t'es là, en fait, etc. Et comment les choses se recoupent, etc. C'est ça pour moi l'intérêt. Mais quand je vous entends parler avec passion de ces temps morts, de rentrer dans la construction des personnages intimement, je me dis que celui qui rédige des scénarios ou du théâtre doit être assez frustré. Finalement, le roman, c'est là que vous trouvez le plus de plaisir. Bah, disons que le roman, c'est un plaisir plus direct parce qu'on voit la chose tout de suite. C'est-à-dire que le scénario ou le théâtre, moi j'adore ça, l'écriture de scénario de théâtre, mais là où c'est très différent, c'est qu'on sait que l'objet, c'est pas celui-ci. Ouais. L'objet, c'est une rencontre, c'est une incarnation. Alors que là, l'incarnation, elle est directe. Donc c'est quand même très différent. Donc là, il y a une jouissance, évidemment. Il y a une jouissance qu'on n'a pas forcément euh, voilà, autrement. Quoi. C'est quelque chose de particulier pour ça. Mais c'est vrai que moi, le roman, là où il y a une espèce de satisfaction, j'allais dire immédiate, et en même temps, c'est un peu faux de dire ça aussi parce que il y a dans le besoin d'aller chercher une scène, par exemple, quand les phrases sont effectivement très longues, c'est parfois, à un moment, par exemple, je me dis, tiens, j'ai deux personnages dans la même pièce, mais je veux les faire vivre ensemble. C'est-à-dire que si je mets des points, je vais avoir l'impression de les séparer par une cloison. Donc, c'est comme si on faisait presque un mouvement de caméra qui serait vraiment. Mais moi, là, j'ai pas de caméra, donc il faut que je le trouve. Et puis, évidemment, c'est pas que c'est autrement plus complexe, mais il faut qu'il y ait une espèce d'évidence de la chose. Et ça, c'est pas facile à. Mais quand ça marche, c'est vrai que c'est une vraie jouissance, quoi. Mais ça marche Dans, pas du premier coup. Oui, j'imagine, mais justement, vous dites que ça marche pas du premier coup, dans cette écriture qui est faite de circonvolutions, de retours, de détails, on a l'impression qu'il y a comme une volonté d'encercler par le langage des événements ou des sentiments, et parfois même une impossibilité de le faire. Est-ce que le romancier que vous êtes fait l'expérience de l'épuisement de la langue parfois? Bah, à la fois, d'une certaine manière, non, parce que je- euh, j'ai toujours l'impression qu'en fait, quand on commence à ouvrir quelque chose, ça pourrait s'ouvrir toujours plus. Toujours, toujours plus. Et c'est ça qui est vertigineux, hein. C'est quand on commence à, je sais pas, une description qui pourrait être très courte, puis qu'on va dire non, on va chercher un peu, on va fouiller, on va aller creuser un peu là-dedans. Hop, on part, et puis on commence à entrer hop, dans la tête d'un des personnages, et puis finalement on fait un détour en repassant par l'autre, et puis finalement on décrit le papier peint ou je ne sais quoi. Et bien, ça peut ne jamais s'arrêter. Et là, d'un seul coup, ça devient vertigineux, parce que l'épuisement qui existe, c'est plutôt l'impression d'être toujours en dessous de ce qu'on pourrait effectivement cerner. Et à la fin, moi, cette sensation ou ce besoin d'encerclement, c'est assez juste ça, de dire ça. Parce que c'est un besoin qui. J'ai l'impression de tourner autour de quelque chose que je n'arrive pas à dire, que je n'arriverai jamais à dire, dont je ne sais même pas ce que c'est. Et que la seule façon finalement de le dessiner, c'est de, ouais, c'est de l'encercler pour essayer de le regarder sous toutes les facettes, sous tous les angles, pour essayer de voir à peu près de quoi il s'agit. Mais j'ai toujours l'impression que c'est lacunaire. Moi, c'est pour ça, je suis toujours admiratif des gens qui arrivent à faire des phrases très courtes, parce que je me dis qu'il faut je me dis, il faut être super fort en fait. Il faut une assurance, c'est un truc incroyable. Parce que, moi, évidemment, je commence à dire, par exemple, je sais pas, le type entre dans la pièce, point. Je me dis, mais. C'est-à-dire que moi, je suis complètement. C'est pas que ça me frustre, mais c'est que je sais pas comment ça peut tenir sur ses pieds, quoi, un truc comme ça. Donc j'ai toujours besoin de dire un petit peu, de décrire un petit peu. Puis dès qu'on commence à entrer là-dedans, ça y est, c'est foutu. Il faut. Parce que si on dit, je sais pas, le papier est bleu, le papier du mur est bleu, par exemple, dire ouais, mais quel bleu? Comment il est ce bleu? Qu'est-ce qui... Et vous voyez, et puis on s'en sort jamais, en fait. Non, non, c'est assez vertigineux. Il y a cette anecdote très connue sur Proust qui avait demandé à des soldats après la Première Guerre mondiale de décrire la journée type d'un soldat. Puis en fait, les mecs commencent à raconter leur histoire, mais
Et en fait, ils n'ont pas le temps d'en placer une parce que Proust est toujours en train de leur dire oui, mais d'accord, mais avant d'aller au petit déjeuner, quand vous êtes dans votre lit, vous vous réveillez, mais qu'est-ce que vous avez rêvé, quel rêve vous avez fait, et puis la couverture, elle est comment, elle est rêche, elle est douce, etc. Et les odeurs, qu'est-ce qu'il y a, et voilà. Et quand on fait comme ça, évidemment, c'est vertigineux, mais en même temps, c'est un vertige qui est très. D'autant qu'on sait très bien, tous les écrivains qui pratiquent comme ça savent en même temps qu'ils ne concurrenceront jamais le réel, jamais. Ils ne se substitueront pas au réel. Donc après, on dit pourquoi le faire, mais c'est comme s'il s'agissait d'embrasser les sensations, d'embrasser plutôt les perceptions finalement. Alors, dans ce roman, il y a eu une perception, en tout cas un sentiment qui occupe une place majeure, c'est la peur. Or, c'est un sentiment qui est justement irrationnel, qui est difficile à cadrer. Hem, Votre récit est-il une manière d'essayer de saisir ce qu'il y a derrière la peur? Est-ce un sentiment déjà qui vous fascine particulièrement? Ah bah, j'imagine, oui, parce que, enfin, c'est pas que ça me fascine, c'est que euh, c'est un sentiment que j'ai éprouvé vraiment beaucoup. Et par exemple, depuis que je suis gamin, mais ça m'est jamais passé, je n'arrive pas du tout à séparer euh, mes peurs de fiction, par exemple, au cinéma. Il y a plein de choses que j'ai pas vues parce que moi, je vois la bande-annonce, je sais pas, de Elephant, je fais des cauchemars pendant 3 semaines, donc je peux pas voir le film. Je n'arrive pas du tout à. C'est-à-dire que, je veux dire, Histoire de la nuit, moi, je pourrais pas le voir, vous voyez. C'est pas possible. Euh, Même si c'est pourtant, il y a pire, hein, largement pire, mais dans mon deuxième livre, par exemple, dans Apprendre à finir, alors qu'il s'agit d'une histoire très psychologique, familiale et tout ça, le mot peur, j'avais un logiciel à l'époque qui m'avait dit combien de fois le mot peur revenait plus de 200 fois, je crois, dans le livre. Et, euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce que avec ce livre-là, j'avais rencontré une éditrice de polar qui m'avait dit, mais vous faites du thriller, mais vous le savez pas. Et c'est marrant parce que ça m'avait beaucoup marqué cette question-là. Et là où elle disait ça, c'était vraiment sur la question sur l'attention aux détails, sur l'attention à la durée, justement, à comment on dilate une scène, comment on essaie de travailler sur le regard des uns sur les autres, des moments d'attente, etc. Et donc oui, ça c'est ce qui est peut-être nouveau dans ce livre-là, c'est que peut-être que plus que la peur, c'est la bascule de la peur à la terreur, à la question de la terreur et puis à la question peut-être de l'enfance, la terreur comme lieu de l'enfance aussi, quoi. C'est peut-être ça qui est un peu différent avec ce livre. Il y a des très belles pages dans ce livre sur la peinture, à travers notamment le personnage de Christine, qui est peintre, je le disais tout à l'heure. Vous êtes vous-même diplômé, d'art plastique. Qu'est-ce qui reste de l'art et de la pratique des arts plastiques dans votre, métier de romancier? Ou d'ailleurs dans vos autres activités, d'écriture? Oh bah, au quotidien, il reste énormément de choses en fait. Et plus j'avance dans l'écriture, plus je m'aperçois que c'est vraiment euh, incroyablement présent. Euh, D'abord dans un certain rapport de la matérialité du mot, c'est-à-dire dans l'idée de faire qu'une phrase, j'ai envie que la phrase, on la sente passer, quoi. J'ai envie qu'on la voit, j'ai envie qu'elle soit là, la phrase. J'ai pas envie d'en faire juste un véhicule pour raconter une histoire ou pour parler ou avoir des idées. Mmh. J'ai envie qu'en soi, ce soit déjà le premier événement pour moi, c'est la langue et qu'elle soit présente. Et je la travaille comme un matériau, euh, oui, ou comme de la peinture, ou comme de la glaise, ou comme quelque chose qu'on pourrait travailler. C'est quelque chose d'abord c'est quelque chose à faire plus qu'à penser, plus qu'à dire. Vous voyez, c'est un truc qui a, pour moi ce que dit Christine sur la peinture, finalement, pour moi, c'est très proche de l'écriture dans l'idée de superposer des couches, de travailler la mémoire, en fait, de travailler le temps, de travailler. euh, c'est un rapport, c'est très charnel, c'est très organique, c'est très. Euh, Après, il y a des choses qui viennent là ou qui viennent aussi des. C'est dans la façon d'agencer certaines choses. Par exemple,
quand je vais prendre des éléments un peu extérieurs, par exemple, quand je me renseigne sur, pas pour ce livre-là, parce que là c'était un peu différent, mais pour des livres comme Continuer ou Autour du monde, quand je vais prendre à droite à gauche des descriptions, par exemple Autour du monde, je suis allé dans aucun des pays dont je parle, mais je suis allé, par contre, j'ai passé ma vie à prendre ou dans des livres ou sur Internet des descriptions que de gens avaient pu faire. Et moi, ça m'intéresse parce que ça me plaît beaucoup plus que d'aller sur les lieux. Parce que dès que je vais prendre une description, un morceau de livre, un morceau de phrase là, un autre là, je vais mettre ça dans des carnets, je vais les recopier, puis en les copiant, je vais les transformer. Et ça, par exemple, je sais qu'il y a un truc qui vient des beaux-arts, c'est vraiment le côté cut-up, un petit peu l'aspect l'aspect collage et l'aspect détournement, une façon oui, de s'approprier des éléments extérieurs. Euh, j'ai envie de dire que je peux prendre des phrases qui ne m'appartiennent pas du tout, hein, et d'en faire un matériau qui devient le mien parce que je vais l'agencer. C'est une question d'agencement, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vient vraiment des beaux-arts pour moi. En tout cas, où les beaux-arts ont eu une importance vraiment sur cette approche. Et justement, je prends tout de suite une première question du public parce que vous parlez de la construction de votre écriture. Une question de Pascal Didier qui dit: «Je suis impressionné par votre façon d'écrire, de construire des phrases. Je viens de relire ce que j'appelle Oubli, incroyable phrase de 50 pages. Comment fonctionne la machine à écrire Mauvigné?» Bah là, par exemple, ce que j'appelle Oubli, c'était un truc intéressant parce que c'est un livre que j'avais commencé avec juste un carnet. J'avais écrit 20 pages et c'était pas un roman, je voulais vraiment un geste comme ça, un pur geste d'écriture. Et donc je commence parce que bon, pour toute une histoire, j'avais vu une affiche, etc., dans la rue qui m'a donné envie d'écrire ça. Et, euh, et je commence et je pensais au livre de Coltès. Tu vois, je me dis, tiens, je vais me caler sur 50 pages. Euh, et j'ai commencé à écrire ça sur un carnet. Après, je l'ai passé à l'ordinateur, je peux dire. C'est-à-dire, je l'ai réécrit, mais en le réécrivant, c'était déjà une phrase, mais chaque portion porter son accroissement, son agrandissement, sa route de côté, ses déviations, etc. Donc du coup, ça a grossi comme ça. Et puis plus ça a avancé comme ça, plus il a fallu après. C'est marrant parce que c'est un livre, par exemple, où on me dit très souvent, on me dit c'est un livre qui n'a pas de ponctuation. Alors que pour moi, c'est le livre que j'ai le plus travaillé de ce point de vue-là. C'est-à-dire ponctuation, parce que les gens entendent point dans ponctuation. Mais la ponctuation, c'est tout, c'est pas que ça. C'est évidemment, c'est le système, c'est le phrasé, c'est la virgule, c'est etc. Et c'est un livre où là, la question de la phrase a été très compliquée parce que en réalité, il y a plein de livres comme ça où il n'y a pas de point. Mais très souvent, les livres qui n'ont pas de point, en réalité, c'est juste que bah, on enlève le point, on met une virgule à la place, et puis grosso modo, ça peut marcher. Sauf que là, moi, je voulais vraiment pas faire ça. Je voulais faire que on ne puisse plus savoir à quel endroit serait la fin, à quel endroit serait un début. Donc, ça impliquait vraiment de tordre les choses et de les imbriquer, d'essayer vraiment de les mélanger en fait, de telle manière que. Et ça, c'est maintenant quelque chose avec quoi je fonctionne beaucoup. Par exemple, le participe présent sert beaucoup à ça, à relancer la phrase, par exemple. C'est-à-dire, il y a un moment où ça pourrait redescendre, mais je sens bien que c'est pas fini parce que il y a quelque chose j'ai pas fait le tour, quoi. Je sens que j'ai pas fait le tour, ça va pas, c'est pas bien. Alors, j'ai besoin de relancer, de retrouver un autre point d'attaque et de mouvement. Et donc, il y a des points comme ça d'articulation qui peuvent passer par oui, ou par des images ou par vraiment des procédés stylistiques, quoi. Et, mais après, voilà, ça se construit. Euh, il faut revenir beaucoup dessus parce qu'il y a des choses qui parfois s'épuisent, parfois partent trop loin ou dévient complètement et du coup sortent complètement des clous et là ça va plus non plus parce qu'en même temps tout doit être rattaché. C'est ça qui est compliqué en fait. Mmh. C'est qu'une phrase en même temps, même s'il y a des arborescences,
malgré tout, on doit pouvoir dire que c'est la même branche, c'est la même énergie qui doit circuler. Justement sur cette énergie, j'aimerais que peut-être que vous nous parliez de la manière que vous avez de construire vos dialogues. Parce que je ressens ça dans la manière que vous avez tout d'un coup, de faire, entrer une voix qui coupe le récit, mais qu'en même temps vous arrivez généralement à englober dans un même mouvement. C'est quelque Ouais, chose mais que vous ça, c'est l'Ubuntu-Neige. ouais? Ouais, moi, j'adore l'Ubuntu-Neige, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté. Et la question des dialogues, c'est une question que je cherche depuis longtemps parce que, et le théâtre m'a aussi beaucoup aidé pour ça. Euh, c'est une question parce que je trouve qu'on. Moi, j'ai toujours écrit comme ça, avec des phrases qui étaient toujours un peu en spirale, et puis donc qui partaient qui intégraient les dialogues de manière dans un discours indirect comme ça. Et en même temps, j'avais envie de casser ça. J'ai toujours eu envie de trouver d'autres solutions que ça. Et là, avec ce livre-là, c'était vachement intéressant parce que il y avait quand même cette idée justement de faire que on est au début dans des phrases qui retombent toujours sur leurs pieds, avec des phrases assez euh, stylisées, on va dire, et qui au fur et à mesure, je voulais que la machine se déglingue. Je voulais que plus on avance dans le livre, c'est ce qui fait d'ailleurs que les 600 pages doivent à peu près se passer bien pour le lecteur, j'espère, du moins, c'est que on n'est pas dans un endroit, il y a aussi un mouvement dans l'écriture. La façon dont le livre est écrit au début et la façon dont il est écrit, on va dire jusqu'à la 500e page, ça change beaucoup. Et ça change parce qu'il y a ces personnages qui arrivent et qui non seulement vont casser la dynamique de la famille et du quotidien, mais ça va aussi jouer dans la langue. Ça va aussi se casser dans la langue, et notamment par l'intrusion de dialogues euh, très triviaux, par exemple, avec la vulgarité, une espèce de rapport comme ça, du langage violent. Euh, et donc, moi, j'avais besoin que formellement, ça puisse se sentir aussi pour... ça m'aidait aussi à faire que malgré tout, on entre dans un processus littéraire qui rende possible la trivialité, par exemple. Moi, c'est une grande question que je me pose depuis toujours, c'est traduire l'ennui. Comment on traduit l'ennui sans être ennuyeux, hein? C'est compliqué, ça. Et ben, c'est pareil pour la trivialité. Moi, je trouve qu'on est dans un monde d'une vulgarité, mais absolument hors d'atteinte, quand même, vraiment. Mais en même temps, je me dis, la littérature, elle doit rendre compte de ça. Elle doit être capable d'intégrer la vulgarité, d'intégrer le monde comme il est, quoi. Et comment on fait ça sans céder à ça? Comment on peut utiliser, mais vraiment toute la vulgarité du vocabulaire disponible, comment on peut l'intégrer, mais dans une machine littéraire qui soit suffisamment puissante pour que ça rende ça, pour que ça l'intègre. Enfin, je veux dire, l'histoire de la littérature n'a fait que ça. On peut parler de Céline, on peut remonter très loin comme ça, jusqu'à Rabelais, etc., quoi. Mais c'est extrêmement important, et il faut trouver formellement. Et ça, par exemple, c'est vrai que le Neige, moi, m'a beaucoup aidé sur ces questions-là. Il y en a d'autres, hein, je dis le Neige, vous pouvez en prendre d'autres, mais On va parler de vos personnages, si vous le voulez bien, qui ont pour la plupart des vies qu'on pourrait qualifier d'ordinaires, dans l'histoire de la nuit en tout cas, euh, dans d'autres livres d'ailleurs. Or, il y a une expression qui revient dans votre livre et qui semble être l'un de ces leitmotivs, c'est pour que l'on prête attention, pour peu que l'on prête attention à ces petites choses justement. Avez-vous l'impression de rendre justice à travers vos romans, de donner corps à des vies que l'on délaisse un peu dans la littérature? oh bah, ça serait hyper prétentieux de le penser comme ça. Vous devez être Laurent Mauffier. Ouais. Non, 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 je me lève pas le matin en me disant, tiens, ce matin, je vais rendre justice aux ouvriers. Non, 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 non. Non, c'est plus simple que ça. Non, non, c'est plus simple que ça. Je me pose pas tellement la question de savoir ce que les autres ne font pas. Je me pose la question de savoir ce que je dois faire, en fait. Moi, Mmh. pour moi. Et c'est pas une question, c'est pas programmatique de ce point de vue-là. Je comprends bien, une fois que les livres sortent, je vois bien qu'il y a une dimension politique, du coup, par cette question-là, mais elle est pas programmatique, elle est pas volontariste, elle est pas.
Comme ça, je me dis pas, je vais sauver les taiseux, quoi. Je me dis pas ça du tout. C'est simplement, bah, c'est les gens qui ont fait ma vie, en fait, c'est tout. Donc, je c'est pas que je parle de ce que je connais sur ça, je dirais que je parle plutôt de cette espèce de mystère, que j'ai pu croiser plein de fois dans ma vie avec les gens que j'ai rencontrés, mais heu, qu'il y a pas de gens ordinaires, quoi, en réalité. Donc, là où il y avait peut-être une fois encore, c'était dans Apprendre à finir, peut-être qu'il y avait une dimension peut-être un peu plus volontaire, là, de ce point de vue-là, de de donner, à une femme de ménage une espèce de hauteur de ton, de tragédie, quoi. Là, il y avait quelque chose de mais finalement ça a toujours été vrai. Je l'ai toujours, je dis ça et puis en même temps, je me dis: «Oui, je suis très souvent agacé quand même par la façon dont on parle de certaines choses plutôt que d'autres» et puis, en fait, très souvent, je n'aime pas du tout la façon dont on parle de la campagne dans les livres, en fait. Mmh. Parce que soit on en parle de manière, un peu ou misérable enfin, pas seulement d'ailleurs de la campagne, mais du milieu ouvrier, par exemple. Je trouve que c'est soit toujours un peu misérabiliste ou soit c'est une espèce de campagne rêvée des citadins, quoi. Ils s'appellent tous ils ont des prénoms, anciens, Blanche, vous voyez, des trucs. Mais non, il s'appelle Kevin, arrêtez de dire n'importe quoi. Vous Mmh. voyez, moi, il y a un rapport au réel comme ça qui me ça oui, ça m'agace. Ça, par exemple, ça, je peux dire que ça m'agace et que alors ça, pour le coup, ça, je pense que ça vient de François Bon. Ça je peux dire que ça c'est, voilà, mais moi, ça essayer de travailler à partir d'un monde qui, quand même, ne se la raconte pas, ça, oui, ça, c'est important. Ça, oui, c'est important. Alors, Histoire, de la nuit, ce qui donne le titre à votre roman, c'est le titre d'un livre de contes que lit, Marion à sa fille Ida. Le conte, c'est justement ce qui permet aux enfants, et même aux plus grands d'ailleurs, de mieux saisir le monde, et vous réussissez justement, je trouve, un grand roman sur l'enfance. Je me suis demandé en terminant ce livre si vous pourriez écrire pour les enfants, justement. Bah, mon fils me l'a demandé il y a pas longtemps et Bah, voilà. j'étais très embêté pour lui répondre parce qu'en fait, je sais pas, je sais pas. Je sais pas parce que je pense qu'il faut une ap c'est une approche très particulière. Peut-être, ça m'intéresserait d'ailleurs, hein, je trouve ça vraiment bien de faire ça. Mais justement, j'ai envie de dire, je trouve ça trop important d'une certaine manière. Je trouve que c'est une mission trop, j'aimerais savoir le faire, j'aimerais pouvoir le faire, mais ça me paraît trop, presque trop difficile d'une certaine manière. Alors que les Et grands enfants d'adultes, bon, c'est un peu plus facile. oui, mais justement, la mission du romancier, on a pu penser que le roman, qui est quand même cette forme, une des formes les plus anciennes de littérature, allait mourir, n'allait pas passer les époques, et cetera, et cetera. Finalement, le roman continue. En quoi, selon vous, est-il encore une manière singulière de dire notre époque? Pourquoi le roman, on continue de faire des romans? Alors bon, après on continue de faire des romans, mais il faudrait s'entendre parce que sur ce qu'est un roman, ça peut être très compliqué, tout le monde, mais d'abord parce que c'est un genre extrêmement souple, extrêmement malléable, dans lequel on peut mettre un peu tout Oui. et voilà, on peut parce qu'à l'intérieur du roman, il y a aussi des tendances qui sont pas très fictionnelles, d'autres qui le sont plus. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à aller de plus en plus vers la fiction. Et alors ça vient de trucs moi, il y a plein de choses, hein, pour moi sur cette question-là. Elle est c'est une question sur laquelle on pourrait parler pendant des heures parce que c'est très, très vaste. Moi, c'est vrai que justement, quand j'étais aux Beaux-Arts et puis, quand j'ai commencé à écrire, il y avait vraiment cette question, on avait vraiment la fiction, c'était pas possible, c'était complètement réactionnaire, c'était complètement fini, mais c'était comme la peinture figurative. Voilà, il fallait être conceptuel, il fallait être, et pas écrire de roman. Et moi, j'ai beaucoup aimé les avant-gardes, ça a été très important pour moi. Et les avant-gardes ont toujours fonctionné par l'idée de faire tomber les tabous, de casser des tabous, d'essayer. Et puis, il s'est trouvé que par une espèce de retour un peu des choses un peu bizarres, pour moi, l'ultime tabou, parce que ça a été le roman. Ça a été justement, ça a été l'ultime interdit. Donc, évidemment, je suis allé vers cet interdit-là, en fait. Et puis, du coup, je suis allé vers le roman et je m'aperçois aujourd'hui, mais justement, peut-être parce que c'est comme les contes. C'est-à-dire que
je trouve qu'on peut métaphoriser beaucoup de choses et d'un seul coup parler vraiment très, très fortement du monde, tout en ayant l'air de ne pas y toucher, quoi. Et puis pour moi, j'ai l'impression que je peux parler de choses beaucoup plus personnelles en passant par ce détour-là, que je pourrais le faire par l'autofiction. L'autofiction, par exemple, j'aurais l'impression d'être parodique presque. Alors que je sais que pour les auteurs d'autofiction, c'est au contraire, c'est en passant par la fiction qu'ils se sentent parodiques. Donc chacun fait, enfin, pour le coup, je pense que chacun fait comme il peut avec ça, quoi. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne solution. Je rebondissais juste parce que, vous avez cité, au cours de cet entretien, beaucoup d'auteurs, qui vous sont chers, que ce soit François Bon, Lobo Antunes, mais quand on vous lit, on pense aussi à Claude Simon, on pense à Proust, on pense à Balzac et quelques autres. Hem, mais in fine, tout ça, une fois que ça a été digéré par le romancier Laurent Mauvigné, il en ressort un style. Et je me suis demandé comment vous, l'écrivain sur lequel on commence d'ailleurs déjà à théoriser, comment vous le définiriez ce style? Et ça rejoint une question, dans le chat de Léa Alexandra Fioramonti, donc je la prends tout de suite, qui vous demande si vous pensez appartenir à une école littéraire. C'est quoi votre école? C'est quoi votre style, Laurent? Non, non, moi je fais l'école buissonnière, jamais d'école, jamais d'école. Euh, non, 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 parce que non, il y a peut-être des familles, j'ai envie de dire il y a des filiations littéraires, ça c'est évident. Mais j'ai envie de dire, c'est une chose qu'on découvre au fur et à mesure. On s'aperçoit qu'on est là plutôt qu'ailleurs. Euh, mais c'est pas à moi de le dire, ça, d'une certaine manière. Moi, il y a des auteurs auxquels je suis plus sensible. Il y a des pans de l'histoire littéraire dans lesquels je peux dire que ça m'intéresse plus que d'autres, alors qu'ils ne sont pas plus intéressants, mais je me reconnais plus là. Et je pense que ça, c'est des choses qui se découvrent au fur et à mesure qu'on avance dans son travail et qui se découvrent, mais comment dire, qui se découvrent alors que c'est pas forcément ce qu'on voudrait faire. On n'est pas forcément l'écrivain qu'on veut être, on est l'écrivain qu'on est et on doit travailler à découvrir celui qu'on est plutôt que celui qu'on voudrait être. Souvent, on perd beaucoup de temps d'ailleurs. On perd des années parce qu'on se dit ah j'aimerais bien écrire comme un tel ou être on aimerait tous être beau, intelligent et tout ça, hein, et puis bah l'endroit de son génie, on le trouve ou on le trouve pas. Mais regardez, par exemple, on peut imaginer que, je sais pas, je vais te dire un truc, une connerie énorme, mais bon, tant pis. Euh, on peut imaginer que De Funès, c'est un acteur. On peut imaginer que peut-être que quand il était jeune, il aurait aimé être Jean Gabin ou il aurait aimé être John Wayne. Et son génie, il n'était pas là. Son génie, il a fallu qu'il devienne un homme âgé, quand même, avant de pouvoir complètement éclore. Par exemple, ça vient pas forcément tout de suite. Il y a des gens, c'est jeune, d'autres c'est moins jeune. Et voilà. Et pour moi, l'écriture, c'est comme ça. C'est-à-dire il y a quand même quelque chose qui nous aide à nous connaître, à nous découvrir et qu'on ne choisit pas complètement. Après, on peut dire, voilà, moi, je j'aime pas tel genre, j'aime ceci, j'aime cela, mais je trouve pas que ce soit le plus. Ce Mais qui est important, pour moi, c'est important, c'est d'un seul coup de voir que. Et puis c'est les autres souvent qui vous le disent d'ailleurs. Ils disent ah tiens, c'est telle filiation, tel truc, machin. Ah oui, peut-être, mais bon, je sais pas. Voilà, c'est là. mais c'est drôle, vous dites: «On n'est pas toujours l'écrivain qu'on veut être». Je Est-ce qu'on est toujours l'écrivain qu'on veut lire? Est-ce que vous êtes le lecteur de vos propres romans, Laurent Meunier? Je sais pas. Je sais pas tous mes livres. Il y a des livres que j'aimerais pas, je pense. Mmh. Euh, Histoire de la nuit, je pense que c'est un livre que j'aimerais. Il y en a quelques-uns que j'aimerais quand même, je crois. Mais oui, c'est un rapport de sensibilité à un certain type de langue. Ça, par contre, c'est sûr. Et, euh, et c'est sûr que. Alors après, je pense aussi que le plaisir que je trouve à lire certains auteurs, ça vient aussi du fait que je pense que je reconnais quelque chose de ma propre sensibilité dedans, probablement. C'est pas, c'est toujours pareil, c'est les jeux des influences. On ne sait jamais dans quel sens vraiment ça marche. C'est-à-dire que oui, Proust m'a influencé, mais il a influencé tout le monde. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait?
Mais c'est plutôt comment d'un seul coup, parfois on trouve, il y a des éléments de ce qu'on va écrire qui d'un seul coup se révèlent par l'écriture des autres et on le saisit ou pas ça. Mais c'est vrai que voilà. Avant de passer aux questions du public, j'aimerais simplement, quitter un petit temps le monde de la pure littérature pour aller un peu vers le cinéma parce que, votre magnifique roman, Des Hommes, vient d'être adapté au cinéma, par Lucas Belvaux. C'est un film qui sortira dès que les cinémas réouvriront, avec un casting très prestigieux, Gérard Depardieu, Catherine Fro, Jean-Pierre Daroussin notamment. Vous avez pu, j'imagine, vous me l'avez dit, voir ce film. Mmh. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous en avez pensé? Et qu'est-ce que ça fait pour un non, mais parce que quand on sait que Boris Vian est mort en regardant l'adaptation d'un de ses films, Oui, c'est vrai, je mais oui, me c'est vrai, je j'ai me oui, préoccupe j'ai de votre peur. santé. Il faut faire gaffe. Mais qu'est-ce que ça fait pour un écrivain de voir son film à l'écran? Alors c'était la deuxième fois que je vivais cette expérience puisque je l'avais vécue, il y a 2 ans avec, Joachim Lafosse qui avait adapté Continuer. Heu, c'est comment dire? Alors d'une certaine manière, je veux dire, je vous dirai pas ce que je pense des films, ni de l'un ni de l'autre d'ailleurs parce que je trouve que, heu, c'est toujours un peu piégeant cette affaire-là parce que, je un film n'a pas à valider, enfin, je veux dire, l'auteur du livre n'a pas à valider ou pas. Il y a quand même c'est toujours un peu compliqué parce que pour moi, l'idée, c'est quand même que le film, il appartient à celui qui l'a fait et forcément, il devient autre chose que le livre. Après, on est plus ou moins proche des films. C'est une expérience étrange, hein, je ne vous cacherai pas que c'est troublant, mais dans le cas de Belvaux, c'est quelqu'un dont je connais bien le cinéma, que j'ai et donc je retrouve et ceux qui aiment Belvaux aimeront ce film, enfin je ça j'ai pas Vous de doute l'avez là-dessus. validé? On vous a demandé votre avis sur le réalisateur? Ah oui, oui, non mais là le réalisateur, ça s'est fait parce que c'était Belvaux, oui. D'accord. Heu, mais mais c'est vrai qu'en voyant les films, c'est une expérience toujours étrange parce que mais je pense que c'est aussi l'expérience que se font les spectateurs aussi. Enfin, quelqu'un qui a lu un livre, qui voit un film, une adaptation, bon, c'est toujours, voilà, c'est toujours à la fois compliqué et en même temps pas compliqué. Mais vous savez, il y a des moments qui me choquent bien plus, hein. Parfois, je discute avec des lecteurs, et leur interprétation du livre me dérange bien plus que l'interprétation d'un cinéaste, hein. Mmh. Je veux dire, pour moi, ça commence quand le livre sort. Je n'ai affaire qu'à des interprétations tout le temps. Donc, c'en est une parmi d'autres. Alors, plus forte, évidemment. Mais ça me. Puis ça, vous savez, en fait, le fond du problème, c'est que moi, quand je vois ça, c'est un. Il y a toujours un moment où on pourrait dire, ah, je vais me sentir dépossédé ou quoi. Et en fait, non, c'est plutôt, je me sens débarrassé, quoi. Je me sens débarrassé. Je dis là, c'est vraiment fini, ça m'appartient vraiment plus. Je peux vraiment passer à autre chose, quoi. Ça tue un petit peu le livre et moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Je le vis pas du tout comme un. Je peux passer à autre chose. C'est bon, ça c'est fini. Et on souhaite, évidemment bon courage à ce film quand les Mais cinémas oui, parce que vont non, rouvrir. non, ouais. Et vraiment, parce que non, Belvaux, par exemple, il m'a fait vraiment, il a été à toutes les étapes, il m'appelait, il me montrait des images, il a été vraiment très très bien et humainement. Et je suis allé sur le tournage, etc. C'était un moment super, c'était vraiment très bien, quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est compliqué en ce moment, quoi. On va passer aux questions du public si vous le voulez bien. Je vais prendre une première question de Corentin Pribilski, qui vous dit: «Vous semblez parler de la littérature comme quelque chose de parfaitement intégré, d'intérieur à vous. D'où cela vient-il et comment l'expliquez-vous?» Bah, je sais pas, je vis avec l'envie d'écrire des livres depuis que je suis enfant. Euh, J'ai été extrêmement malheureux de ne pas y arriver pendant des années. Et
oui, c'est-à-dire qu'il y a pas de moment qui n'en fasse pas partie, en fait. Donc heu, donc oui, ça devient très intime en fait, d'ailleurs, tant que ça ne l'était pas, ou pas complètement, tant que j'avais envie d'être écrivain, j'arrivais pas à écrire. Parce que justement, quand on a un surmoi comme ça, avec les écrivains, Samuel Beckett et tout ça, vous pouvez pas écrire, c'est pas possible, c'est trop, vous êtes trop, c'est écrasant, c'est pas possible. Il y a juste un moment où on se dit on est tellement nul que bah, qu'on n'a plus qu'à écrire et puis on s'en fout si c'est la littérature ou pas. Il y a un moment, c'est plus la question, quoi. On est avec ce qu'on écrit ou pas, quoi. Et ça implique de se débarrasser un peu de cette idée de la littérature comme objet extérieur, quoi. C'est sûr qu'il faut l'intérioriser, ça mais c'est une question entre, il faut que ça soit entre soi et soi, sinon, enfin pour moi, je pense que c'est pas possible sinon. J'ai une autre question qui parle d'écriture, une question d'Apolline à la Guillaume, qui vous écrit: «Construction en écriture, composition en peinture, Laurent Mauvignier fait-il des esquisses? A-t-il des repentirs dans son écriture, dans l'écriture d'un livre?» Ah oui, plein, plein, Oh, plein, plein, plein. Toujours. Toujours, toujours? puis en plus, les repentirs, par exemple, il peut m'arriver très souvent dans mes livres, par exemple, d'écrire des je vais écrire un truc, je sais pas, et puis je vais hop, suivi d'un tiret, et puis je vais reprendre un petit peu une expression de la phrase d'avant pour dire ah non, pas exactement, ou un petit peu à côté, etc. Pour moi, ça, c'est des repentirs. Normalement, un écrivain, il gommerait ça et puis reprendrait la phrase avec le mot juste. Moi, je ne fais jamais ça, jamais. J'ai jamais rayé un truc pour mettre un mot qui serait plus à sa place, qui serait plus juste. Jamais. Ce que je fais, moi, c'est plutôt de dire ah, je me suis planté. Mais genre, alors évidemment, quand je passais par les monologues, c'était très facile de faire ça. Maintenant, c'est plus compliqué parce que c'est plus des monologues. Mais il y a toujours ce même principe d'intégrer le mouvement de la pensée. C'est pour ça, par exemple, l'idée de cerner quelque chose, c'est aussi dans cette idée d'en faire quelque chose d'actif, d'être en mouvement, de dire, y compris quand ça marche pas, y compris quand j'y arrive pas, y compris quand je ne sais pas, prendre le fait de ne pas savoir, non pas comme un défaut, mais comme une chance pour le récit. Me dire, je ne sais pas, je vais tourner autour. Et très souvent, ça m'arrive, par exemple, de dire, je vais écrire une scène dont je sais qu'elle est compliquée. Je sais pas, une scène, oui, difficile à écrire parce que parce qu'on ne sait pas ce que c'est, parce que bon, bah, plutôt que je vais la reprendre plusieurs fois, mais je vais pas tant gommer que ça. Je vais plutôt en ajouter. Je vais essayer voilà, de tourner autour et de prendre l'ignorance et de prendre l'échec comme quelque chose qui produit de l'écriture plutôt que quelque chose qui en empêche. C'est aussi ça répond un peu aux deux questions d'ailleurs d'une certaine manière. C'est aussi un peu comme ça qu'on peut l'intégrer, en faire quelque chose de personnel. Pour moi, après. Je vais prendre une autre question, celle d'Elisabeth Parachini, qui vous demande: «Est-ce que cette période étrange, qui oblige à l'isolement et à une forme de lenteur, vous inspire pour un prochain roman?» Pas du tout. Non, mais alors vraiment pas du tout. Ça me fait juste un peu bizarre de voir que tout le monde vit comme des écrivains. Moi, je vis ça tout le temps depuis 25 ans, donc Mais c'est terrible, non? mais oui, c'est terrible. Non, mais c'est pour ça que j'aime le cinéma et que j'aime le théâtre, et c'est pour ça que je veux en écrire et que je veux en faire. C'est parce que comme tout le monde, heu, j'adore écrire, c'est pas du tout un problème mais c'est vrai que le roman demande énormément de solitude et un travail comme ça qui est quand même qui ressemble beaucoup effectivement à ce que les gens vivent en ce moment. Et c'est pour ça que moi j'ai besoin aussi d'aller vers le cinéma, vers des pratiques qui se font à plusieurs. Parce qu'un travail collectif, il y a rien de plus joyeux et de plus beau que ça. Même si parfois ça peut être pénible pour plein de raisons, mais moi j'en ai besoin. Et j'adore, en même temps, j'adore les grandes traversées de romans très seuls, c'est magnifique, hein, je renie pas ça du tout. Mais sur la durée, on a aussi besoin d'autres types d'expériences. Si Donc on allez-y, allez-y. non, 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 donc oui, c'est tout ça simplement pour dire qu'effectivement, de ce point de vue-là, pour moi, cette période-là, elle est pas ce qui est inspirant dedans, peut-être le premier confinement avait quelque chose d'assez inspirant quand même sur ce on a bien vu un moment, par exemple, dans les 5 premiers jours, que ça aurait pu très mal tourner. Quand on s'est posé la question à un moment de la nourriture, Ouais. il s'est passé quelque chose il y a une espèce d'inquiétude collective, un moment, de questionnement, de flottement, qui était pas inintéressant pour un écrivain. Et Ça puis ressemble après, à ce rapport au vide. Vous savez, à un moment, je me suis retrouvé, moi, dans Toulouse, un jour, une fois, et
il y a des clochards qui sont venus vers moi et vraiment ils sont venus, mais de manière très, presque agressive en fait, parce il y avait plus personne pour leur donner des sous, quoi. Heu et là, je me suis dit, mais j'avais l'impression d'être dans une pièce de théâtre d'Edouard Bond. Je me dis: «Mais c'était exactement une pièce d'Edouard Bond». Donc une fois encore, là, le réel a ressemblé énormément à la fiction, c'était incroyable. Ça, oui, ça m'a perturbé et ça me perturbe sur des questions esthétiques et sur des questions de quoi écrire, ça oui, oui, oui. Alors, on va simplement juste, j'ai une dernière question du public après, mais juste pour rester dans la crise, l'inévitable question quand même sur le monde de la culture actuelle. Est-ce que vous avez, l'impression que c'est le parent pauvre de la politique actuelle? Est-ce que enfin, je ne trahis rien si je dis qu'on discutait un petit peu avant et que vous me disiez que ça vous avait touché quand même, Bah, moi, je suis touché de voir que beaucoup de gens, et j'en fais partie, hein, heu, je trouve qu'il aurait été son on la notion de non essentiel est quand même très violente. Je trouve qu'il était quand même assez simple de dire qu'on laissait ouverts les magasins de première nécessité. Mmh. On pouvait considérer qu'il y a des choses de première nécessité et d'autres de seconde nécessité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que dire non essentiel, cette idée-là est insupportable. Parce que en fait, de quel droit je détermine ce qui est essentiel à ma vie ou pas? Ça, cette idée, mais insupportable. Ça, c'est insupportable. Et puis c'est quand même dire aux gens que ce à quoi ils consacrent leur vie serait plus ou moins essentiel que ceci, cela. C'est pas possible ça. C'est Oui. justement les mots ont un peu de sens quand même ça. Et je trouve non, c'est d'autant plus, il faudrait moi je demande aux gens de réentendre le discours, d'Emmanuel Macron, le premier discours d'Emmanuel Macron pendant le premier confinement où il a expliqué à tout le monde, que, les gens allaient pouvoir prendre le temps avec ce confinement de se consacrer à des choses essentielles, dont la lecture. Donc, bonjour la suite dans les idées entre nous. Bon, donc voilà, moi ça m'a énervé. Après, je suis pas non plus corporatiste sur le côté. Je suis pas sûr que la culture souffre moins que les restaurateurs ou moins que. Je fais pas de concours sur ça. Après, je me dis bon bah, je crois que c'est dur. Pour le coup, je pense que c'est difficile pour tout le monde, quoi, vraiment. Alors j'ai une dernière question de Pascal Didier qui vous interroge sur, votre fidélité aux éditions de Minuit. C'est aussi quelque chose d'important, vous demande-t-il? Euh, Bah, c'est important, mais moi, enfin, voilà, ça se fait simplement parce que après, ça se passe bien, donc je vois pas pourquoi j'irais ailleurs, tout simplement. Non, mais oui, c'est important pour moi, bien sûr. C'est important parce que, Cette maison, elle représente quelque chose quand même dans l'histoire de la littérature française contemporaine. oui, mais justement, moi, vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, justement, sur la question du surmoi. Mmh. Heu, c'est à la fois très bien, mais il y a un moment, faut se dire qu'on s'en fout. Et ça, chez Minuit, ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai entendu et que j'ai appris, c'est à être dans le présent plus que dans le passé. Se dire: «Bah, oui, mais oui, Beckett, oui, Duras, oui, Claude Simon et cetera. Mais aujourd'hui, c'est nous qui écrivons et c'est tout et puis voilà. Et par contre, ce qu'ils ont écrit, évidemment, il y a une trace de ça, évidemment, mais sinon, on fait plus rien, c'est pas possible. Mais la fidélité, j'ai envie de dire, elle se fait dans les 2 sens aussi, tant qu'on a des choses à se dire et qu'on a l'impression qu'on puis aussi, je pense que vous savez, un éditeur, vous en avez un dans votre vie, hein. Celui qui vous a découvert parce que personne ne vous connaissait, personne ne vous attendait, heu, celui-là, il a vraiment pris le risque sur votre écriture, sur un livre. Après, ben, ça devient autre chose. Quand vous êtes un écrivain «confirmé» entre guillemets, le rapport, il devient différent. Ça veut pas dire que ça sera qui un mauvais éditeur ou je ne sais quoi, ça veut pas dire ça, mais ça veut juste dire que quand même il y a cet éditeur qui, un jour a pris le risque de publier un total inconnu, quoi. Donc c'est pas rien, non, ça c'est sûr. C'est pas rien.
Nous aurons tenu, on aurait pu parler de plein d'autres choses, mais voilà, nous Ouais, tenons leur ouais, promise ouais. et nous allons vous libérer, Laurent Mauvigné. Merci d'être essentiel donc à nos vies et à nos nuits. Donc où ces histoires parcourront, je l'espère, l'étape de chevet de tous ceux qui nous regardent et qui ne l'ont pas encore lu. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait la fin parce qu'elle en était à la page 300. Eh bien non, voilà. Mais non, c'est le principe. Il faut aller jusqu'à la 640e. Voilà, exactement. Merci infiniment à Corentin Prybilski, Cyrielle Betteny et Léa Alexandra Fioramonti pour la technique et pour les questions du live. Vous nous retrouvez toujours sur cette page Facebook, sur notre compte YouTube où tous nos anciens entretiens, nos fenêtres ouvertes sont présentes et bientôt celle-ci pour ceux qui n'étaient pas présents ce soir. Et puis sur Instagram, démo et débat tiré du bas, où vous pouvez notamment gagner donc 2 exemplaires d'Histoire de la nuit et bientôt dans les salles des hommes de Lucas Belvaux aussi. Ouais, ouais. On se retrouve très vite en 2021. Je vous souhaite de très belles fêtes, Laurent Mauvigné, ainsi qu'à Merci tous ceux qui beaucoup à nous vous. regardent ce soir. Bonne soirée. Merci, au revoir.